tous. On va se laisser Bonjour à quelques secondes. tous. Allez, on va démarrer. Bonjour, je suis Nicolas Butin. Je m'occupe du domaine Hyper Automation chez Positive Thinking Company. Je vais vous présenter aujourd'hui une séance autour de la Digital Workplace de Microsoft, Microsoft 365 et Power Platform. Et je vais faire cette présentation avec mon collègue Nicolas. De Nicolas pour vous aujourd'hui. Oui, bonjour Nicolas, senior consultant sur SharePoint et plus particulièrement sur la plateforme Microsoft 365. Et je m'occuperai donc de vous faire une démonstration de cette Power Platform. Donc, juste pour se laisser le temps d'arriver à tout le monde, un rappel de l'agenda de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va peut-être rappeler un peu le contexte, les termes Digital Workplace, ce que c'est que Microsoft 365 et Power Platform. Ensuite, on aura des éléments de démo présentés par Nicolas et par moi. On finira sur peut-être une approche sur comment lancer une initiative autour de la Power Platform dans votre organisation. Voilà, donc c'est le programme du jour. On a beaucoup de choses à vous dire. On espère que ça va tenir en 35 minutes. On espère pouvoir finir par quelques questions. Voilà, et en tout cas, on remercie les organisateurs du LEC d'avoir bien voulu nous permettre de présenter cet après-midi. On peut démarrer gentiment par un peu, voilà, c'est cette image en fait. Je cherchais comment démarrer cette présentation et comme nombreux d'entre vous, peut-être, je suis tombé sur cette série autour de Tchernobyl et donc la catastrophe nucléaire, et ça faisait un peu un pendant avec peut-être la catastrophe humanitaire qu'on a tous vécu ces derniers temps. J'espère pour vous pas trop violemment. En tout cas, ça nous a tous impacté fortement dans la façon de travailler. Pourquoi je voulais j'ai pensé à commencer par cette image-là. C'était pas pour faire de l'humour noir, non, c'est juste que ça m'a fait penser à Digital Workplace en fait, cette image avec tous les écrans, tous les points de contrôle, etc. Finalement, c'est un peu ce qu'on peut imaginer une Digital Workplace à l'ancienne, très monolithique, très technique, peu évolutive. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une Digital Workplace aujourd'hui? En fait, ce terme, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, c'est tous les outils qu'on met à disposition des collaborateurs dans l'entreprise. Et donc, effectivement, la Covid a vraiment transformé les attentes très rapidement pour nous, utilisateurs, puisqu'on s'est mis à travailler majoritairement à distance. On a dû trouver des moyens pour continuer à collaborer avec nos collègues sans être les uns à côté des autres. Et donc, ça a été un enjeu majeur pour les DSI, pour proposer des solutions. Proposer des solutions à nos collaborateurs. Donc on va un peu en parler un petit peu, les problématiques que ça entraîne finalement aujourd'hui pour les métiers, les attentes des métiers. Nicolas, si tu veux passer au voilà, le slide. Donc là, on reprend un sondage réalisé par Gartner, et en fait qui montre que bon, voilà, il y a de nombreuses attentes en termes de gains et de réduction de temps ou de coûts autour de la digital workplace, et on se rend compte qu'il y en a une partie de ces attentes qui peuvent être résolues par des outils de type low-code, d'automatisation low-code. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le low-code? Finalement, c'est souvent des outils qui vont permettre de réaliser des applications de manière sans faire du développement dur, classique, mais plutôt en composant des applications à l'aide de différents modules, finalement de quelque chose d'assez graphique et pouvant être réalisé dans le cadre d'un cycle plutôt agile, avec des itérations rapides, et construire au fil de l'eau des solutions. Donc ça, c'est très intéressant, et souvent, on va donner ce type d'outils finalement à des nouveaux profils qu'on va appeler les citizen developers, qui ne sont pas forcément des profils techniques, qui sont plus des gens peut-être du métier ou peut-être du profil type business analyst, qui vont pouvoir finalement composer ces applications. Si on creuse un petit peu sur la digital workplace, voilà, on peut imaginer une digital workplace autour de ces différents modules-là. Donc, on a parlé effectivement des moyens de collaborer en fait avec cette nouvelle problématique, notamment du télétravail et de la distance vis-à-vis des bureaux. Donc, ben, voilà, dernièrement, on a tous eu l'occasion de faire des présentations, des rendez-vous, des réunions via des outils de visioconférence comme Teams, comme Zoom,
de continuer à échanger évidemment toujours avec notre messagerie par mail et notre calendrier Outlook. Mais autour de ça, effectivement, je reviens encore à nouveau sur Teams ou son concurrent, peut-être Slack. On a eu des moyens de partager des messages beaucoup plus rapidement grâce à cette messagerie instantanée. Finalement, voilà, tout un ensemble d'outils de collaboration, que ce soit pour la création de contenu, le partage de contenu, mais aussi dans le cadre de projets ou de gestion d'équipe. Donc ça, c'est vraiment le noyau dur de ce qu'on veut pour une digital workplace aujourd'hui. Et autour de ça, on va greffer des outils d'automatisation, des outils de gestion de contenu, de data analytics, et on va mettre tout ça en musique, effectivement, notamment par des approches low-code. En fait, c'est vraiment l'idée aujourd'hui de proposer de plus en plus de solutions low-code, et c'est vraiment en train de faire un boom très clairement aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole à Nicolas pour vous montrer dans le cadre de la solution de la plateforme de Microsoft comment ça peut se passer. Merci Nicolas. Et oui, aujourd'hui on va parler de Microsoft 365 et plus précisément donc, de la collaboration pour la Digital Workplace. Alors, il faut savoir que ces dernières années, Microsoft a voulu vraiment renforcer sa plateforme, enfin unifier, on va dire, sa plateforme. Et d'ailleurs, vous avez pu remarquer qu'ils ont renommé récemment Office 365 en Microsoft 365 pour montrer cette volonté d'uniformiser toutes les solutions. Et là, on vous donne un petit exemple avec tout ce qui est messagerie, calendrier. Effectivement, on va retrouver Outlook pour le traitement des tâches, etc. Collaboration Workstream avec Teams, qui a pris le devant par rapport à Skype for Business qui était présent auparavant. Teams a littéralement explosé depuis la pandémie, forcément. C'est un outil très, très souple, très léger et puis efficace. Enfin, la co-création de contenu. Bon, là, c'est quelque chose que vous connaissez tous forcément. Word, Excel, PowerPoint, c'est la suite Office qui reste là dans la suite Microsoft 365. Plus précisément pour les sites, la gestion de contenu avec de l'approbation, collaboration, base de données, etc. Là, on va être plutôt sur du SharePoint et sur du OneDrive. À noter d'ailleurs que SharePoint, OneDrive et Teams, en fait, ils travaillent main dans la main. Pourquoi? Parce que ce qui est hébergé sur les fichiers des Teams ou dans vos sites OneDrive, c'est du SharePoint derrière, en fait. D'ailleurs, sur les pages d'accueil de OneDrive, on peut voir qu'on a tous ces OneDrive auxquels on a accédé récemment qui vont être présents. Alors, je parle de la page d'accueil sur le cloud, évidemment. Et ce qui permet de centraliser toutes les informations en un seul point. Enfin, pour l'automatisation, on a la Power Platform, donc, qui vient avec les outils Power BI, Power Apps, Power Automate. Dataverse, que vous ne connaissez peut-être pas encore, c'est le Common Data Services, en fait, anciennement, et qui vient de CRM Dynamics et qui est intégré maintenant dans la suite de Microsoft 365 en version, on va dire, légère pour la suite Office, et puis version lourde avec tous les packages, etc., supplémentaires, tout ce qui est déjà préinstallé pour la suite CRM Dynamics. Pour le réseau social d'entreprise, on aura Yammer, qui se développe principalement aux États-Unis actuellement, mais qui va très rapidement arriver en Europe. Pourquoi? Parce que c'est un réseau sécurisé d'entreprise et qui permet donc de faire très facilement de la communication, enfin de partager du contenu, un peu comme Twitter, si vous voulez, aujourd'hui dans le monde public. Mais là, on est vraiment dans l'entreprise. Ensuite, la Power Platform, donc c'est quoi? C'est une plateforme low-code et ça embrasse donc toute la suite Office 365, Azure, Dynamics 365 et nos applications autonomes. Et on va pouvoir pour ça avoir les Power Apps, les Power BI, Power Automate et plus à côté les Power Virtual Agents qui, eux, vont vous permettre de mettre de l'intelligence artificielle dans vos processus. Les socles derrière, c'est les Data Connectors qui vont permettre de communiquer avec l'extérieur, notamment. Les Data Connectors, il y en a plus de 500 aujourd'hui aux États-Unis, il y en a quand même un peu plus de 300 disponibles en Europe. AI Builder, donc, qui est la partie intelligence artificielle qui vous permet de construire vos processus avec intelligence artificielle. Et Dataverse, qui est en fait notre base de données sur le cloud, accessible pour votre Power Platform. Alors, pour un petit rappel, et puis pour ceux qui ne connaissent pas, les écrans de Power Apps, voilà à quoi ça peut ressembler. Les Power Apps, ça peut être des applications orientées mobile ou orientées desktop, mais principalement mobile, on va dire, les mobiles et les tablettes. Et c'est une approche low-code pour bâtir ces applications. Power Automate, c'est l'automatisation. Donc là, c'est mise en place de processus. Donc on a un exemple, par exemple, à droite,
avec un flux assez simple où on voit qu'effectivement c'est séquentiel et on peut voir sur cet écran que c'est fluide et on a une interface pour l'éditer. Là, on est juste en mode visualisation d'un processus et l'interface pour l'éditer, c'est du drag and drop. À gauche, chose intéressante, vous allez voir qu'il y a beaucoup de templates. La communauté qui est derrière tout ça est très riche, ça enrichit de jour en jour, et de base, Microsoft vous propose déjà beaucoup de templates pour pouvoir créer vos processus et ainsi faciliter votre digital workplace. Et enfin, Power BI qui va vous permettre donc de créer vos reports assez facilement également, et reports qui seront disponibles pour les applications tablettes ou pour votre desktop, et puis pour ceux qui préféraient les anciennes versions, évidemment, tout peut s'exporter dans Excel ou dans des bases de données. Maintenant, on va procéder à une démonstration. Alors, pour cela, j'ai enregistré une vidéo. Je vais vous partager. Je partage tout l'écran. Bon, ça, c'est toujours les soucis du direct. Je vais vérifier. C'est une plateforme voilà, qu'on découvre un petit peu, donc excusez-nous pour le... Voilà. Ouais, le LEC nous a fait un outil qui est génial, mais voilà, on n'a pas eu trop le temps de découvrir. Donc voici la présentation en live d'une application faite avec Power Apps et qui est en fait basée sur un processus qu'on appelait la Business Process Flow. C'est un processus en fait qui est normalement issu de CRM Dynamics et que là, j'ai adapté pour une application Power Apps, donc sur un mobile. Et chose intéressante, c'est que, effectivement, là, vous voyez le visuel mobile sur un ordinateur, et on pourrait avoir très bien la même chose sur son mobile. Donc, l'intérêt, là, c'est de renseigner les informations. On fait dans le cadre de l'intégration d'un nouveau collaborateur. Donc, vous imaginez la RH qui est avec le collaborateur et qui renseigne les informations au fur et à mesure. Alors, évidemment, il y a des choses qu'elle peut faire en amont, et puis il y a des choses qu'elle peut faire avec le collaborateur. Et ces étapes peuvent être partagées avec plusieurs personnes. Là, pour la simplification de la démo, je l'ai fait avec 2 comptes, mais on peut très bien imaginer partager cela avec plusieurs utilisateurs qui viendraient, tour de rôle, faire avancer le processus. Donc là, je suis en train de vous montrer que, d'un point de vue dynamique, on peut changer les futures étapes en fait, du processus. En changeant, par exemple, le département dans lequel travaillait notre collaborateur et le poste de travail dont il aura besoin. Ensuite, prochaine étape, là, j'ai fait intervenir un workflow en arrière-plan. Donc, on va d'abord rentrer l'email du collaborateur. Quand on a un email qui est valide, on va faire une demande de matériel pour ce collaborateur. Et ça, cette demande de matériel sera faite en arrière-plan et on va vous montrer un petit peu comment est-ce que c'est interprété, on va dire, par les autres collaborateurs. Donc la demande est en train de partir. Ok, on crée notre demande. Voilà. Matériel demandé. Donc ça, en fait, ce formulaire-là, là, je ne suis plus dans le Business Process Flow, je suis dans une liste SharePoint. Mais comme vous voyez, c'est assez fluide, on ne s'en rend pas vraiment compte par l'écran parce qu'en fait, finalement, on reste sur la même interface. Je vais valider et là, je reviens sur mon Business Process Flow. Le workflow, on m'a dit qu'il a été lancé, effectivement. Et donc là, je vais aller voir sur un autre écran pour simuler une autre personne qui va recevoir la demande. Donc là, la demande va mettre quelques secondes à arriver. On va rafraîchir un petit peu. On va profiter pour regarder un petit peu les questions. Pour l'instant, pas de questions particulières. N'hésitez pas à les ajouter, on essaiera d'y répondre plus voilà. à la fin. Donc la demande a été créée. Voici les détails de la demande, avec les comptes associés, le matériel qui a été demandé. Et puis, on peut accéder donc, à l'item de liste qui a été créé derrière. Donc ça, ce sont des informations qui ont été faites par un workflow, avec Power Automate. Et derrière, on va accéder à l'item.
Donc là, évidemment, on l'a fait en mode simplifié, mais on peut imaginer qu'on peut aussi, si on veut, personnaliser cet écran pour la saisie de l'item. Tout est possible avec les Power Apps. C'est ça qui est avantageux, c'est qu'on peut personnaliser à volonté tous les éléments dans SharePoint. Et puis, l'avantage encore des Power Apps après, c'est que ces applications-là, ces visuels, on peut les mettre également sur Teams. Voilà, on peut créer une application qui va se greffer dans Teams pour pouvoir partager le process avec beaucoup plus d'utilisateurs dans la société. Donc là, on revient à notre processus. On imagine que la personne, c'est celle qui a exécuté la demande de matériel. Elle va dire, OK, l'équipement est donné, on passe à la suite. Maintenant, ça va reprendre la main côté HR pour la saisie finale des informations. Là, je voulais faire juste un petit retour en arrière pour vous montrer voilà, l'écran d'accueil de l'application. On voyait bien l'état de la présentation actuelle. Là, bon, on va remplir les champs. Ça, c'est quelque chose donc, qui serait fait par les HR, notamment en présence de la personne, parce qu'on va lui demander c'est quoi vos compétences techniques, qu'est-ce que vous savez faire, vos compétences métiers, est-ce que vous avez des hobbies en particulier, etc. Bon, là, on est vraiment libre. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et effectivement, on va dire que l'imagination est la seule limite. Nicolas, je pense que là, je peux peut-être arrêter la démo. Très bien, merci, merci pour cette partie-là. Donc là, on a vu un peu comment on pouvait créer finalement des formulaires dans Power Apps et les faire avancer au fil d'un workflow. Et donc là, maintenant, ce que je voulais vous présenter, moi, de mon côté, c'est d'ajouter, faire une petite aparté sur une nouvelle brique de la suite, de la suite Power Platform, qui est Power Automate Desktop, et plus largement sur les capacités d'automatisation avec des robots de la suite Power Platform. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette approche-là, ce qu'on appelle la Robotic Process Automation, c'est automatiser des choses par des agents logiciels qu'on appelle robots, hein, pour simplifier, qui vont être en capacité de reproduire le comportement humain sur des applications informatiques, sur des interfaces graphiques, les mêmes que celles qu'on utilise tous les jours au quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment d'automatiser des tâches à certaines étapes d'un processus métier. Donc on va apprendre à un robot à reproduire ces tâches grâce aux activités automatisables que ce type d'outils, donc pour Automate Desktop en l'occurrence, dans la suite Microsoft, vont pouvoir finalement reproduire ces actions. Alors on peut imaginer tout type d'actions qui sont fournies par défaut, comme cliquer à un endroit dans une fenêtre, lancer une application, s'authentifier, en saisissant des valeurs dans des champs, faire des copier-coller, etc., notamment en travaillant avec certains systèmes comme les outils de la suite Office, mais finalement, ça pourrait être n'importe quel site web ou n'importe quelle application riche, c'est-à-dire qui tourne sur votre poste sans souci. Donc, l'intérêt de cette démarche, c'est qu'elle se fait au-dessus par-dessus les interfaces existantes et elle n'implique aucun changement finalement des outils existants, ce qui facilite finalement leur réalisation et la rapidité de leur mise en œuvre. Donc, moi, je voulais juste vous montrer une petite démo d'un processus RPA qu'on a fait pour vous démontrer comment ça pouvait marcher. Donc, cette démo, donc voilà, Nicolas va vous partager la vidéo de cette petite démo. Donc là, ce que vous voyez, c'est justement ce qu'on appelle le Power Automate Desktop. C'est là où on va designer l'application. Là, on voit à gauche toutes les petites actions que nous met à disposition Microsoft déjà dans Power Automate Desktop. Ça va continuer à grandir. Et puis, dans le panneau central, on a le processus en tant que tel. Donc, c'est une procédure, en fait, à toutes les étapes que va suivre le robot pour effectuer la chose. En l'occurrence, là, on s'est mis dans le contexte d'un recruteur qui a fait une sélection sur un job board type LinkedIn et qui va ensuite, donc il y a un fichier Excel avec les candidats qu'il a identifiés, qui va pouvoir les créer dans le système de suivi des candidats pour les recrutements à venir. Donc là, on lance le robot. Vous allez voir, le robot va dérouler la procédure étape par étape.
il va lire le fichier Excel et ensuite il va lancer notre application qui est une application de CRM qu'on utilise chez PTC. Là, j'ai mis en environnement de test et qui va créer finalement ces candidats dans notre système de manière tout à fait automatique. Donc, si vous voulez voir, le robot, très simplement, va remplir ces champs automatiquement en faisant le mapping entre le fichier Excel et puis le formulaire de notre application qui s'appelle Effici, notre CRM interne. Alors là, c'est juste dans le cadre d'une démo, on ne remplit pas tout, hein, évidemment, c'était juste pour vous illustrer la chose, mais on peut imaginer de faire ça avec votre ERP, avec SAP, avec SharePoint, avec Teams, avec Salesforce, n'importe quel outil que vous voulez. Finalement, on peut imaginer d'avoir un robot travaillant sur l'interface de cette façon-là. Donc c'est juste, voilà, c'est une des dernières briques fournies par Microsoft suite à l'acquisition d'une solution externe et qui permet de résoudre des problématiques. Et donc, on va pouvoir faire en sorte que ces robots interagissent avec les utilisateurs, avec les collaborateurs, se greffent, s'insèrent dans un processus métier et donc qu'on puisse encore gagner du temps, gagner de la productivité en faisant en sorte que finalement les collaborateurs, notamment côté RH, hein, mais on peut imaginer côté finance, évidemment, n'importe quelle division, finalement puissent se consacrer peut-être à des choses à plus haute valeur ajoutée, notamment dans le recrutement. Ce qui fait de la valeur, c'est plutôt rencontrer les candidats, échanger avec eux et comprendre leur valeur plutôt que saisir des informations dans un système, dans un système comme un système de gestion de candidats. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc là, on a vu la partie design du processus. Et ensuite, en fait, quand on a fini de designer le processus, Nicolas, tu peux passer au slide suivant. Ce qui se passe, c'est qu'on va le publier sur une plateforme centralisée, donc dans Microsoft Flow, qui est un peu là pour orchestrer finalement les processus et les robots. Et puis les tâches ensuite sont exécutées par ces robots-là. Donc comme je vous dis, hein, c'est juste un petit programme qui tourne sur une machine Windows finalement, hein. Alors c'est soit sur votre machine, ce qu'on appelle le mode attended, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le lancer quand vous voulez le robot pour faire telle ou telle tâche, ou en mode unattended, c'est-à-dire que là on va dédier une machine au robot qui va être autonome sur cette machine et qui va recevoir du travail depuis la console centrale, donc depuis Flow, à intervalles réguliers en fonction de la charge de travail et qui va travailler toute la journée pour vous pour réaliser des tâches que vous lui aurez déléguées finalement. Donc ça c'est la nouvelle approche, voilà, Microsoft a ajouté cette brique à sa plateforme, la brique RPA, pour aller plus loin en termes de productivité et automatisation. Voilà. D'ailleurs, Nicolas, je voyais qu'il y avait une question pour savoir si le robot peut fonctionner sur du code non .NET. Ah oui, bien sûr, parce qu'en fait, le robot fonctionne sur une interface, peu importe la technologie. Et en l'occurrence, la vidéo que vous avez pu voir là à l'instant, c'est sur une application qui est plutôt technologie Java, je crois, hein, notre CRM, plutôt que technologie .NET. En fait, il va plutôt se baser sur la structure du site web ou d'une application métier, même qui peut être codée avec de la vieille technologie, hein. On a automatisé des choses sur des technologies assez anciennes. C'est plutôt la structure de l'application qui va récupérer le robot. Voilà, donc ça c'était la troisième brique qu'on voulait vous présenter aujourd'hui dans le temps qui nous était imparti. Maintenant que vous a montré un petit peu la Power Platform, on voulait finir cette session en vous expliquant comment on va mettre en place Power Platform au sein d'une organisation. L'idée, c'est pas de se lancer sans avoir réfléchi en amont comment on lance une initiative low-code et d'automatisation de manière plus générale. Donc il faut effectivement avoir un point de vue stratégie au départ, réfléchir sur quel périmètre on va travailler, quelles sont les directions qui vont être au départ, comment on va réaliser cette automatisation en amont. Souvent, ce qui est important, c'est de trouver un sponsor métier assez fort qui va permettre d'initier les choses et porter finalement en interne cette dynamique. Et puis, pour lancer les choses au début, ce qui est bien, c'est de trouver les premiers candidats à l'automatisation, les premiers candidats à l'approche low-code, des choses, des applications ou des processus qui pourront être ensuite seront des quick wins, il ne faut pas que ce soit trop complexe, et qui pourront être ensuite des bons exemples sur lesquels communiquer en interne sur la démarche pour montrer que l'intérêt de ce type d'approche. Voilà. L'idée aussi, en termes d'équipe, c'est de trouver peut-être un champion en interne, un champion citizen developer, peut-être quelqu'un qui a cette motivation, qui n'est peut-être pas quelqu'un de l'IT, quelqu'un qui est peut-être entre les deux, niveau métier, mais peut-être aussi côté analyse, qui va être là pour peut-être porter la dynamique
Ça, c'est assez important. Motiver finalement en interne, convaincre, ça c'est clé. Mais évidemment, il faut que l'IT soit partie prenante. Elle a un rôle important. C'est pas, faut pas qu'il y ait seulement l'IT, il faut aussi qu'il y ait les métiers. Mais on peut pas faire sans l'IT non plus. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de conjoint. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de ce type d'approche, hein, c'est de mettre, faire partager finalement l'IT et les métiers. D'ailleurs, ensuite, et on va le voir dans le slide suivant, globalement, l'idée c'est de montrer, mettre en place ce qu'on appelle un centre d'excellence, finalement de centraliser, d'organiser ces approches autour de l'automatisation et du low-code, à nouveau en définissant où on veut aller, mais aussi en réfléchissant comment on va communiquer autour de ça, comment on va convaincre en interne. Il y a des fois, il peut y avoir des craintes autour de ça, évidemment, parce que c'est des nouvelles technologies, comme toujours, il y a des craintes. Et puis comment on va structurer, comment on va définir les règles à suivre, la gestion du changement, etc. Ouais, ça me fait penser d'ailleurs à un exemple sur la SNCF en France, là, où Microsoft les a impliqués justement dans la Power Platform pour les Power Apps. Et en fait, c'est quelque chose qui a super bien marché chez eux parce que du coup, les collègues, on va dire les personnes de la SNCF se sont senties impliquées dans les processus de l'entreprise et ont proposé au fur et à mesure des applications Power Apps. Et là, aujourd'hui, on a une communauté, hein, je l'ai encore vu récemment, hein, où il y a plus de 1000 utilisateurs qui sont actifs sur les Power Apps pour la SNCF. Rien que pour ça. Merci, c'est un très bon exemple, hein. On peut citer plein de cas comme ça où effectivement de plus en plus de sociétés s'intéressent à ce type d'approche. Si on passe au slide suivant, qui sera mon dernier, je crois, dans la présentation. Voilà, on parlait des citizen developers dans cette présentation. Évidemment, il y a une certaine maturité à atteindre. Au début, effectivement, les citizen developers vont être formés. Ils pourront peut-être pas tout réaliser de A à Z. On va être accompagné par des développeurs pros qui vont peut-être réaliser les premières briques, les premières applications. Et au début, le citizen dev sera peut-être plutôt incorporé à la marge sur des aspects design, par exemple. Mais petit à petit, finalement, le citizen dev va pouvoir de plus en plus être impliqué par l'étape suivante, c'est peut-être faire des changements mineurs sur le fonctionnement de l'application, changer des règles, changer peut-être certaines transitions. Et puis, à un certain moment, l'idée, c'est qu'un citizen developer puisse réaliser une application de A à Z par rapport aux briques que fournit finalement l'équipe IT, le développement pro. L'IT va donc être en charge de maintenir ces briques, assurer la gouvernance et driver tout ça finalement. Donc voilà, on voulait conclure sur cette démarche. Un petit mot sur nous, parce qu'on n'a pas eu, on a préféré vous présenter un petit peu à la fin. Donc Positive Thinking Company, pour vous expliquer rapidement qui on est. Donc historiquement en Suisse, vous nous connaissiez peut-être sous le nom de Serial. On a rejoint le groupe Positive Thinking Company il y a 4 ans maintenant. Et on a changé de nom pour s'aligner avec le groupe l'année dernière. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est répartis globalement dans le monde, avec des présences fortes en Suisse, en Allemagne, en France, en Belgique notamment, au Luxembourg, et puis en Asie et aux États-Unis évidemment. Voilà, donc autour de ça, on a 6 pôles d'expertise forts. Aujourd'hui, on était plutôt orienté hyper automation, voire digital workplace, c'est des pôles assez proches. Mais évidemment, on a des compétences dans d'autres domaines d'expertise comme data analytics, le cloud, la sécurité. Vous nous connaissez beaucoup par la sécurité via Serial historiquement, et puis le développement d'apps et plateformes de manière plus générique. Il nous reste quelques minutes. On est allé assez vite parce qu'on savait que le temps était réduit. On a quelques minutes pour répondre à vos questions, et je vois une des questions sur le RPA que je vais répéter. Si une interface change de look avec le RPA, le robot ne fonctionne plus. Effectivement, c'est une des problématiques liées au RPA de fonctionner au niveau des interfaces. C'est que au moment où les interfaces bougent, on a un risque que le robot soit bloqué par rapport à ça. Et c'est en ça qu'une gouvernance est assez importante. C'est qu'effectivement, il faut synchroniser avec l'IT par rapport au changement des systèmes, et potentiellement un robot peut ne plus fonctionner quand une interface change. Néanmoins, on a déjà eu le cas par le passé dans des approches RPA. Il est rare que un système change de tout au tout. Finalement, ce qui est important dans le RPA, c'est la façon dont on a automatisé les choses, les différentes étapes. Après, effectivement, on aura peut-être à certains moments ce qu'on appelle des sélecteurs qui vont aller permettre d'indiquer à quelle partie du process on va taper dans quel champ de telle application. Peut-être ces sélecteurs, il faut les faire vivre et les adapter en fonction des changements des systèmes. Et c'est là où, effectivement,
il faut travailler main dans la main avec les différentes équipes IT pour que, en amont, sur les environnements de test, on puisse valider que les robots continuent de fonctionner quand il y a un changement sur un des systèmes. Ça, c'est assez important. Et comme tout nouvel outil, hein, finalement, il y a une maintenance autour. Évidemment, on n'est pas en train d'oublier ça. Et c'est pour ça que l'IT aussi est importante et de participer à ce type de défi. Nico, je vois une autre question intéressante qui demande comment est-ce qu'on peut avoir une vue d'ensemble de tous les processus, c'est-à-dire les connexions, imbrications, etc. Alors, en fait, cette vue d'ensemble, ça rejoint la gouvernance parce qu'effectivement, on a beaucoup d'outils. La plateforme de Microsoft, elle est très riche, mais ils n'ont pas encore, on va dire, ils sont aussi à l'écoute, ils sont très ouverts. Donc effectivement, si on peut faire des propositions pour leur dire, bah, tiens, j'aimerais bien voir les connexions en fait entre mes processus. Alors je suis sûr qu'il doit y avoir des applications tierces qui le font déjà, mais directement dans la plateforme, il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'il faut un peu de gouvernance quand même pour savoir que mon processus d'entreprise, voilà, il est connecté à tel ou tel workflow, qu'il va faire intervenir les applications suivantes, etc. Ça, c'est quand même le rôle de l'entreprise un petit peu d'encadrer ces applications et ces processus pour savoir où on va. Tout à fait. Après, je pourrais faire une démo éventuellement de montrer comment c'est derrière un processus. Oui, après, on peut effectivement, là, peut-être on va plus avoir assez de temps pour faire ça. Je voudrais peut-être juste rajouter une petite chose, c'est sur la dynamique de Microsoft et nous, dans notre approche hyper automation. Donc, on a vu différents axes de l'hyper automation, hein, c'est un terme qui a été défini un peu par Gartner, c'est-à-dire tout ce qui peut être automatisé doit être automatisé, va être automatisé finalement dans les organisations. Donc aujourd'hui, on a parlé de l'approche avec des workflows, avec du low-code. Bien sûr, on va greffer tout ce qui est analyse de documents, OCRisation, extraction de métadonnées, etc. avec du machine learning. On aura aussi des aspects process mining et là où c'est d'analyser des processus. Et d'ailleurs, Microsoft vient de sortir une brique process mining il y a peu de temps, qui est encore en version d'évaluation. Donc, c'est vraiment un domaine où les choses évoluent très rapidement et de manière très, voilà, avec des nouvelles choses qui arrivent très, très, très rapidement. Alors voilà, j'ai une question. Comment coupler RPA et IA? Donc effectivement, ça c'est une très bonne question. C'est ce qu'on fait de plus en plus. On part avec des robots. Là, l'exemple qu'on vous a montré est très basique, hein. Mais demain, on va le greffer avec des outils. On va consommer des services cognitifs. Et d'ailleurs, dans Power Automate Desktop, on a déjà ces actions disponibles de pouvoir appeler des modèles de machine learning pour faire de la reconnaissance d'informations, évidemment, dedans. Donc voilà, en fait, on va aller piocher dans cette boîte à outils d'automatisation pour trouver le bon outil au bon moment. C'est pas toujours le RPA. Des fois, c'est des approches plus développement, évidemment. Des fois, c'est du machine learning. Des fois, c'est des workflows. Des fois, c'est des interfaces. Et donc, c'est tous ces composants qui vont permettre d'automatiser et aussi de travailler autour de la donnée. La donnée est clé dans ces démarches d'automatisation. Souvent, d'ailleurs, on fait ça pour pouvoir capter de la donnée ou la transformer. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez encore quelques petites questions, n'hésitez pas. Il nous reste moins de 2 minutes en live. À nouveau, j'en profite pour remercier tous nos participants et les organisateurs du LEC. Il y a eu certaines personnes, malheureusement, qui ont des petits problèmes audio lors de la séance. On se tient à disposition de bien sûr tout le monde pour peut-être aller plus loin dans cette présentation qui était très courte, ou éventuellement ceux qui n'ont malheureusement pas pu entendre pour vous présenter avec du son cette fois. Et au plaisir de se rencontrer maintenant, alors que là, on essaye de sortir du Covid pour vous rencontrer et vous parler de tout ça. Ah, peut-être je fais juste un petit point juste pour montrer un petit peu ce qu'il y a derrière, vu qu'on a un tout petit peu de temps. Voilà, les processus d'entreprise donc maintenant sont intégrés dans Power Apps. Donc là, on voit qu'en fait, ça apparaît dans Power Apps, alors que derrière, c'est du CRM Dynamics. Et après, comment est-ce que l'application, on va l'éditer? C'est pas tout à fait en mode drag and drop, mais quand même, on s'en approche beaucoup. C'est vraiment très orienté. Alors, c'est pas du no-code, hein, c'est du low-code. Donc, c'est fait pour des personnes qui connaissent le métier et qui vont apprendre quand même par eux-mêmes
grâce à l'IT, à faire effectivement des applications simplifiées. Et après, les composants, ils sont simples à mettre en place, on est guidé, on a beaucoup de choses qui vont être faciles à mettre, et on va pouvoir les intégrer comme on veut. Moi, j'avais des exemples d'autres applications où, voilà, vous voyez, ça peut être vraiment très simple. On fait juste un slideshow, une liste d'items, et puis on peut avoir des écrans supplémentaires pour montrer plus de détails. Ouais.